Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'assister à cette conférence, que vous soyez en présentiel ou en distanciel. On va se donner un top chrono. Je le dis déjà à nos trois témoins, ça va être la règle du jeu. Vous allez voir, c'est un peu frustrant. Ça va très vite. Chacun prendra la parole environ une vingtaine de minutes. Donc, on va parler de transformation digitale, d'organisation digitale, de data, mais on ne va pas parler tech. On va parler surtout enjeux de business, levier de business ou même organisation en termes de ressources humaines. Je présente très rapidement nos trois speakers. Emmanuel Legault de l'entreprise Cadieux, qui va prendre la parole en premier, Cadieux Industries. Amiel Lavon de Brittany Ferries. Caroline Guivarch du groupe ENAF. Et Jean-Loup Racine du collectif Datamaniac. Avec Jean-Loup, donc moi Samuel Houdin, je me présente. On fait partie de ce collectif Datamaniac qui fédère environ 300 personnes dans l'Ouest et qui a pour objectif de vulgariser les décideurs sur les enjeux de la data. Donc Emmanuel, c'est à vous. Cadieux, en quelques mots, je vais le faire. Vous êtes spécialisé dans la fabrication de portails, de clôtures, d'aménagements extérieurs. C'est une entreprise de près de 500 salariés. Alors vous me dites ou vous m'arrêtez si les chiffres sont pas précis. Est-ce que le micro est... Sinon, je vous prêterai le mien. C'est bon. Votre micro est ouvert. Et pour un chiffre d'affaires 2019 de 62 millions d'euros. Est-ce qu'il y a un chiffre d'affaires 2020 qu'on peut mentionner ? 2020, on a clôturé au 31 août. On a clôturé la même somme parce que ça y est, le Covid, on a tous su. On était parti pour une croissance et on a été arrêté dans notre élan. Donc 2020, on a clôturé à 62 millions également. Et là, on va plutôt clôturer autour de 83 millions d'euros au 31 août. Donc une énorme progression de chiffre d'affaires. Qu'il va falloir que nous avons absorbé assez facilement d'ailleurs, grâce peut-être à cette période de confinement. On s'est réorganisé et on a pu tenir le coup. Sur la période de confinement qui profite au business, vous pourrez en parler à Amiel Lavon de Brittany Ferries, vous n'aurez peut-être pas la même histoire. Si on pose le contexte ou les enjeux, Cadieux, vous êtes une industrie. Donc un industriel, normalement, c'est une société aussi qui a plus l'habitude de rester dans l'ombre. Avant 2015, c'était peut-être votre posture. On est là pour parler de transformation digitale. Ça veut dire que vous fabriquiez, vous fournissiez et avant de sortir de l'ombre, ensuite vous vous êtes rapproché de vos clients finaux. Oui, en fait, on était les fabricants de portails, clôtures, et on fabriquait pour des artisans. Et l'artisan mettait souvent sa petite étiquette sur nos portails. Et on avait plusieurs réseaux de distribution, et tout ça se mélangeait. Tout le monde disait qu'il fabriquait du Cadieux, il vendait du Cadieux. C'était un peu flou, un peu faux, et on avait différents niveaux de qualité, différents niveaux de finition, une largeur de gamme importante pour les artisans, et on a décidé de créer une marque premium qui s'appelle Costume, et cette marque est vraiment inspirée de la haute couture, du beau, du chic, et donc on a voulu accompagner cette marque par un développement marketing et digital important. Mais même avant cette marque, pour bien comprendre, parce qu'il y a d'autres industriels qui sont dans cette problématique, vous avez voulu sortir du bois, sortir de l'ombre, donc capter, avoir une stratégie de communication différente pour directement capter les demandes de vos clients finaux. Franchement, c'est quand on a créé cette marque, on s'est senti fiers de cette marque. On avait une fierté de présenter Costume, on avait une fierté de mettre en avant les artisans qui avaient choisi ce niveau de finition. Et c'est vraiment là où on a rencontré la société de Jean-Loup, le phare, pour mettre en valeur nos artisans et de leur apporter des contacts qualifiés. En fait, on s'est dit, ça y est, on doit être fiers. On avait une super doc, on avait un super site internet, et maintenant notre rôle, c'est de leur apporter du contact et de leur apporter des particuliers qui ont choisi la marque Costume et de les accompagner dans ce développement marketing que les artisans ne sont pas capables de faire. Ils n'ont ni les moyens, ni le savoir-faire. C'était notre travail. En fait, on s'est senti dans le devoir de le faire pour accompagner nos artisans. Donc c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent le terme, c'est ce qu'on appelle une stratégie de lead management. Vous captez des leads, vous les redistribuez
grâce à vos commerciaux, à un réseau de revendeurs. Concrètement, comment ça fonctionne? Vous captez et après vous êtes une gare de triage? Voilà, en fait, on captait peu. Déjà, on captait peu. Quand on a beaucoup de clients, on captait peu. Ça, quand on distribue, c'est pas évident parce qu'on en distribue peu. Donc, on a fait un gros travail sur notre site internet, sur les mots-clés, sur notre référencement naturel, le référencement payant. Et on a embauché du monde aussi, des personnes qualifiées pour travailler sur le sujet. Et aujourd'hui, on est passé de 5000 leads en 2019, 7000 en 2020. On va être à 10 000 leads cette année. Donc, des leads chez nous, c'est un particulier qui a un projet de portail clôture garde-corps et qu'on va donc transmettre à notre artisan. Et on va donc générer, grâce à notre espace pro, on va donner une intensité commerciale à nos clients. On peut être un bon client, être débordé de boulot, ne pas avoir envie de gérer un lead. Ça les dépasse. Ils ont déjà 3 mois de boulot, ils n'ont pas du tout envie de gérer ça. Donc nous, ce qu'on fait, on choisit nos clients qui sont vraiment numériques, qui ont vraiment envie de concrétiser un lead. Donc on a une intensité de 1 à 5. Et celui qui a 5 sur 5, il a la loterie, il a plus de papier dans l'urne, quoi. Donc ça veut dire que si un lead arrive dans le pipe d'un revendeur, soit il est traité, soit il est pris par ces revendeurs. S'il ne l'est pas, qu'est-ce qui se passe? On le redonne à un autre artisan. On a choisi de ne pas donner le même lead à 2 artisans. Il y en a certains qui le font. Nous, on n'en donne qu'à 1 et on le laisse 12 heures pour répondre. Voilà. En 12 heures, ils doivent avoir répondu, ils doivent avoir pris en compte le lead et avoir traité le lead. Est-ce que ça veut dire, comme certains industriels le font, vous avez un réseau de revendeurs, entre guillemets, experts ou partenaires à qui vous confiez des leads et ceux qui ne les traitent pas en temps et en heure sortent du réseau ou autre? Exactement, ils ont une intensité 1 et donc ils ont beaucoup moins de leads que celui qui est en intensité 5. Voilà, on traite, on voit et puis aussi quand on a un prospect, c'est intéressant. Un prospect qu'on veut mettre en avant, vous leur mettez une intensité 5. Un beau prospect que vous avez pris un concurrent, vous leur mettez une intensité 5. D'un coup, les leads arrivent et ils se disent, avec Cadiou, j'ai beaucoup plus de leads. Voilà, c'est vraiment c'est un partenariat qui se crée grâce aux leads parce qu'un particulier à projet, on se déplace pas pour rien, on va pas faire du porte-à-porte. Donc c'est vraiment pour moi, c'est devenu naturel. C'est vraiment notre première source aujourd'hui de chiffre d'affaires. Et on voit aussi des particuliers qui travaillent sur des configurateurs, qui ont passé une demi-heure à configurer un produit, un portail, une clôture sur Internet. Le lead va être beaucoup plus qualifié. Ça va être une qualité de lead. Et là, ce qu'on voudrait faire en 2021 et 2022, c'est d'appeler chaque lead et de le qualifier pour que l'artisan, il se déplace pas pour rien. Ça va être très important. Il y a le lead, il y a la data. Il faut de la data. Il faut beaucoup, beaucoup de data pour que ça concrétise du chiffre d'affaires. Mais ensuite, il faut aussi de l'humain et de la relation pour qualifier le lead. Ça veut dire aussi, comme d'autres industriels le font ou osent franchir le cap, le pas ou pas, est-ce que vous avez eu peur quand vous avez adopté cette stratégie de capter des demandes en direct et de les redistribuer? Est-ce que votre réseau de distribution classique a eu peur? Non, au contraire, ils sont ravis. Après, on travaille avec des fabricants de fenêtres et de portes d'entrée comme Bellem qui avaient déjà cette stratégie-là. On est tous dans cette stratégie. Le haut de gamme de la menuiserie, on a tous cette stratégie. Donc non, c'était naturel. Et au contraire, c'est notre position de leader. On doit apporter autre chose que du produit. On doit apporter du service, de l'aide à la pose, du marketing. On fait même de l'audit de site internet pour les aider à faire leur site internet. Voilà, on doit être en accompagnement. On n'est plus des fabricants de portail, on est des apporteurs de solutions. Voilà, c'est pour ça qu'on progresse. Il y a eu le confinement, certes, qui a fait que les Français se sont un peu confinés dans leur jardin, donc ils ont voulu avoir un bel espace de vie extérieur. Mais il y a également notre positionnement. Le marché progresse à peu près à 15% et nous, on progresse à 30%. Donc il n'y a pas de miracle, c'est du boulot. Vous avez parlé de chiffres, donc on va les redire. 5000 leads en 2019, 7000 en 2020. Vous êtes sur une tendance pour 10 000 en 2021. Est-ce qu'il y a un plafond de verre? Non, c'est la nouvelle stratégie, c'est ce qu'il faut faire, c'est vraiment stratégique, c'est pas tactique. Le lead est devenu vraiment fait partie de... moi, je suis dirigeante, j'ai plus de 500 salariés. Et je suis là, donc c'est hyper important pour moi. C'est devenu la clé du business, quoi. La clé du chiffre d'affaires, c'est d'avoir des leads qualifiés et un site internet qui est bien reconnu et une politique réseaux sociaux aussi extrêmement exigeante avec des Facebook, de l'AdWords. Pinterest, on a plus d'1 million de vues sur Pinterest tous les mois. Voilà, il y a vraiment une politique réseaux sociaux à avoir pour que nos sociétés puissent
continuer à générer du chiffre d'affaires. Le but, c'est vraiment générer du chiffre d'affaires, hein, c'est pas pour s'amuser. Donc vous avez eu, vous aviez un service marketing aux communications qui n'était pas du tout celui que vous avez actuellement il y a 5 ou 6 ans. Non. La structure même de l'entreprise change. Non, c'était moi la responsable marketing. Donc après, il a fallu embaucher des personnes qui avaient ces qualifications, beaucoup de jeunes aussi, beaucoup d'apprentis, et puis travailler avec des entreprises spécialisées. Ça s'invente pas. On a fait nos audits avec Mediavieille à Nantes, à Rennes. On travaille avec le Phare à Nantes. Voilà, on peut pas le faire nous-mêmes. Il faut aussi investir un petit peu dans des partenaires spécialisés. Quand on a une dynamique comme ça de lead management, ça se fait par un extranet, par un algorithme qui gère les leads, mais il faut aussi faire c'est ce que vous venez de faire, un petit tour de France, un petit tour de popote pour voir comment et où les commerciaux et où les revendeurs, comment ils acceptent un peu cette nouvelle règle du jeu. Ils les acceptent pas, ils la demandent et ils sont extrêmement exigeants. Un lead non qualifié, ils nous appellent, ils nous disent c'est quoi, c'est pas bon, je vais en rendez-vous pour rien, vous me faites déplacer pour rien. Donc c'est même pas une attente, c'est une exigence. Aujourd'hui, les artisans, ceux qui vont vraiment développer le business de la menuiserie, ils sont extrêmement exigeants. Donc quand j'ai fait tout le tour de France là, des clients en mars, avril, mai, là, il y en a pas un qui m'en a pas parlé. Les leads. Donc le réflexe du matin, c'est d'aller voir son extranet de gestion de lead, voir ce qu'il y a. Tous les jours. Ouais. D'accord. Est-ce que la prochaine étape, vous en avez parlé, vous avez des leads, mais l'objectif c'est de mieux les qualifier. Oui. Comment vous pourriez faire ? Il y a le formulaire déjà, le formulaire de contact, il y a les configurateurs, les simulateurs en ligne qui apportent du contact qualifié, puis après il y a l'appel. Donc on va sélectionner une entreprise pour appeler, pour vérifier que le contact, ça vaut le coup, vérifier si c'est un projet de portail, clôture, garde-corps, si c'est juste pour changer une serrure ou juste se renseigner, voir un prix. Voilà, on va passer du temps aussi au téléphone pour qualifier ce lead. Entre vous et Netflix, en fait, c'est un peu pareil, ou bientôt. Hein. Quand on regarde des séries sur Netflix, alors Netflix nous en propose d'autres au cœur de notre thématique. Vous captez des leads, vous captez des demandes directes de vos consommateurs. Est-ce que ça veut dire que du coup, vous les connaissez mieux et que vous pouvez leur proposer d'autres choses ou vous avez envie de leur proposer d'autres choses sur leurs aménagements extérieurs ou autres ? C'est clair, plus on se rapproche du client final, de l'usage de nos produits, plus on s'adapte. Là, on a sorti une gamme de cache produits techniques un peu... les caches clim, caches pompe à chaleur, c'est parce qu'on a eu ces demandes-là par des leads. On nous a demandé, vous faites des portails, des clôtures, mais est-ce que vous pourriez nous habiller notre climatiseur ou la pompe à chaleur Et donc c'est en ayant une relation directe avec nos usagers, à ceux qui utilisent nos produits, qu'on crée de l'innovation. Costume, c'est une marque que vous avez créée. On parlait de Netflix, mais à la limite, on pourrait faire un autre parallèle. Vous êtes proche d'une marque de prêt-à-porter, puisque sur cette marque, il y a, sans faire la promotion de la gamme, de l'étendue ou autre, mais la problématique, c'est de pouvoir un peu personnaliser son aménagement extérieur. C'est pareil, oui. En fait, en France, si on se bat sur des produits premier prix ou un portail gris plein, 3,50 m, ça vaut pas le coup de fabriquer en France ni de l'acheter en France. Donc, on s'est spécialisé dans le produit personnalisé. On a 25 couleurs au choix, des délais très courts, une harmonie. On a des découpes laser avec Pascal Jaouen, avec des designers parisiens. En fait, on est obligé en France de se dire, voilà, on est un pays avec une main-d'œuvre qualifiée, assez onéreuse. Donc il faut l'utiliser au maximum. Et si on veut se battre sur des produits premier prix, je pense que la guerre, elle est foutue. On peut parler aussi de sujets un peu moins drôles qui vous ont touché il y a 1 an et qui ont touché d'autres entreprises dans l'Ouest. Si vous avez été victime d'une cyberattaque en juin 2020, donc concrètement, comment ça s'est passé et concrètement, vous avez dû faire face à quoi ? Blackout, plus rien. On était le 17 juin, on repartait juste après le confinement et on n'avait plus rien. Tous nos serveurs avaient été hackés, toutes nos sauvegardes avaient été détruites et on avait peut-être cette agilité, cette envie d'ouverture nous avait rendus aussi vulnérables. Et on ne s'était pas trop rendu compte de la vulnérabilité de notre entreprise. Et par contre, ça nous a énormément fait progresser parce qu'aujourd'hui, on a refait tout notre système d'infos, remis des pare-feux physiques et puis logiciels, reformé tous nos salariés à l'ouverture de pièces jointes ou de liens frauduleux. Et aujourd'hui, on est reparti de plus belle. Vous voyez, on fait 30% de chiffre d'affaires en plus alors qu'on a été acquis, quoi. Donc, je pense que ça... Vous avez signé un contrat d'assurance ? On a signé après, ouais. Après.
Après, avant, il coûtait 5 000 €, après, il coûte 17 000. Voilà. En tout cas, c'est le conseil que vous donnez à... Oui, je conseille de prendre une assurance. Après, l'assurance, il faut faire attention, parce que quand on est assuré, on croit que comme on va être remboursé, il n'y a pas besoin de faire d'efforts avant. Je pense qu'il faut quand même un bel audit de vos sauvegardes, de vos systèmes de remise à niveau, comment vous repartez. Et voilà. Mais l'assurance ne fait pas tout, mais ça permet de prendre la situation avec beaucoup plus de calme que si on n'en avait pas, je pense. Il nous reste 2 petites questions et après je passerai la parole à Jean-Loup Racine. La première, c'est tout ce travail que vous avez évoqué. Si on sort de la tech, si on sort des produits, c'est aussi parce que vous avez mené pendant 1 an un travail sur le sens, quête de sens. Oui, ça c'est très important pour moi. Je pense que tous les matins, il faut se lever. Tous les matins, on va dans une entreprise. Tous les matins, on donne 8 ou 9 heures ou 10 heures de notre vie à une entreprise. Et s'il n'y a pas de sens, il n'y a plus d'envie de venir. Donc nous, on bosse vraiment pour que les sourires restent accrochés sur le visage, pour que nos salariés comprennent pourquoi ils sont là, pour que quand tu fais 4 portails par jour, que tu prennes autant de soin à faire ces 4 produits, parce que tu sais qu'il y a des particuliers qui t'ont donné leur confiance et leur argent. Et donc respecter l'engagement qu'on a envers les artisans et envers les particuliers. Et c'est très important pour nous de donner du sens à nos salariés. On a créé notre raison d'être. On est une entreprise à impact. On prend de la ressource à la terre, comment on la respecte et comment on travaille sur la réparabilité de nos produits. Et chaque salarié, je pense, en a tous envie de protéger notre planète à certains niveaux différents, avec beaucoup plus d'enthousiasme que d'autres. Mais globalement, on a tous envie de ça. Donc, si on donne du sens à nos entreprises, les salariés, ils arrivent et on attire des salariés sur autre chose que le produit. Et dernière question, vous attirez des salariés et demain aussi de nouvelles ressources. Aujourd'hui, vous allez rencontrer des startups dans le cadre de l'événement. Est-ce que on pourrait imaginer que chez Cadieux, demain, il y ait un incubateur de startups? Ça, c'est un rêve, mais est-ce que c'est mon rôle? J'en sais rien. En tout cas, je fais ce que je peux pour aider les startups. Je suis à la French Tech. Il y a Seva qui est là. J'ai essayé de l'aider aussi à mon niveau. J'essaye de... Après, j'aimerais bien. C'est un rêve, mais je reste un industriel. Si à startup, c'est startup du bâtiment, je pense. Je suis également... la société, on est très proche de The Corner à Brest. Voilà, on essaye. Après, il faut rester lucide. Je ferai tout ce que je peux pour que le territoire soit vivant, que les ETI travaillent avec les startups, mais je ne suis pas sûre que ce soit pour l'instant j'en suis en capacité. Mais en tout cas, voilà. Ou est-ce que vous êtes en passe d'entrer au capital d'une startup? Ah ça oui, je pense que ça ne faudrait pas me chatouiller de trop. Merci. Jean-Loup Racine, je vous passe la parole pour faire une petite conclusion ou rebondir. Alors juste rebondir, tu en parles tellement bien, on se connaît depuis très longtemps avec Emmanuel. Je trouve que chez Cadieux, tout est congruent. Cette belle entreprise là qui est au-dessus de Locronan et qui regarde la baie de Douarnenez. En fait, ce que tu dis et ce qui est vécu et ce que ça donne de l'extérieur, c'est exactement ça. Voilà. Alors sur le propos maintenant, ce que je tire comme enseignement, et pour en avoir beaucoup discuté ensemble, c'est difficile pour une entreprise qui fabrique et qui a un réseau de distribution d'aller oser discuter avec son consommateur final. Ça, c'est pas naturel. Et c'est le frein souvent de bon nombre d'industries. C'est moi j'ai des distributeurs et je vais pas aller les court-circuiter parce qu'ils vont mal le prendre. Tu fais la preuve du contraire. Comment? Ah si, mais si tu savais. Tu fais la preuve du contraire et en fait ça devient la richesse, un sésame, la data s'exprime, enfin le lead c'est de la data c'est le lead en fait, et vous vous êtes constitué, vous continuez à vous constituer un capital énorme qui vous permet, comme tu l'as très bien dit, de mieux connaître, d'anticiper, de mieux servir tes clients et puis de proposer bien d'autres choses que des portails, mais voilà, tout un ensemble de services. Passer de l'économie du produit à l'économie de l'usage, quand on a la connaissance, c'est beaucoup plus simple, quoi. Voilà ce que je retiens, Samuel. Merci Emmanuel, et puis bonne chasse aux startups là, derrière nous. On passe la parole à un jeu de questions-réponses avec Amiel Lavon de Brittany Ferries. Bonjour. Bonjour Amiel, Brittany Ferries. On ne va pas présenter la société, je pense que tout le monde la connaît. On entre directement dans le vif du sujet, qui fait partie des sujets du jour. Vous êtes responsable d'une Digital Factory chez Brittany Ferries. C'est quoi une Digital Factory? Premièrement, depuis quand et c'est quoi? Alors, depuis quand? C'est depuis août 2020, donc en pleine crise, mais il y a eu une volonté avant, c'était inscrit dans la roadmap
faire une transformation digitale de l'entreprise et d'en fait de déjà rassembler la communauté des développeurs internes de chez Brittany Ferries. Parce que Brittany Ferries avait une culture du développement interne. Et petit à petit, en fait, de faire se rejoindre et travailler ensemble toutes les compétences digitales et qui gravitent autour du digital. Avec comme projet majeur la refonte qu'on a en cours de notre site de e-commerce. Donc vous avez été recruté pour opérer, pour mettre en œuvre ou orchestrer cette Digital Factory. Voilà, c'était une réorganisation de la DSI avec la création de ce nouveau pôle à la DSI Digital Factory. Est-ce que ça veut dire, il y a Caroline qui prendra la parole tout à l'heure et ça fera écho. Est-ce que ça veut dire que vous aviez donc des développeurs non seulement qui n'étaient pas sur le même site, qui n'étaient pas sur les mêmes enjeux, pas sur les mêmes produits, pas sur les mêmes métiers et qui avaient une espèce de perte au feu? Alors oui, effectivement, avant les développeurs étaient plutôt répartis par domaine, donc il y avait des domaines RH, fonction support, commercial, et en fait les développeurs étaient répartis sous les domaines. Et en fait, pas par domaine de compétences. Donc on va avoir 2 développeurs Java, par exemple, qui étaient chacun dans un domaine. Donc en fait, on a décidé de les regrouper pour avoir une meilleure efficacité, aussi mieux gérer la charge, mieux partager les compétences, pour accélérer. Ça représente combien de personnes à la fois en interne et à la fois peut-être avec des partenaires externes? Alors, si on prend tous les développeurs qu'on a actuellement, si on parle vraiment que des développeurs, on va être autour d'une trentaine de développeurs, si on prend que les développeurs. Après, sur certains projets, quand on prend des projets digitaux, les équipes peuvent être encore plus grandes parce qu'on va avoir des testeurs, des gens qui font du contenu, des gens qui font de l'UX. Donc vous êtes le chef d'orchestre? Voilà. Ok. Vous avez parlé d'un projet que vous menez qui est une refonte e-commerce. Une année normale chez Brittany Ferries, c'est plus d'1 million de billets vendus. C'est 2,5 millions quasiment, 2,4, 2,5 millions de billets de traversées vendus en année normale. Les enjeux du e-commerce pour vous, que vous préparez ou pour demain, si on sort de la période actuelle, c'est quoi pour Brittany Ferries? Alors en fait, il faut savoir que la plateforme de vente en ligne, c'est 80% des ventes. Donc c'est quand même énorme. Et en fait, les gens peuvent aussi aller acheter leur billet Brittany Ferries chez des brokers, comme vous pouvez le faire avec de l'aviation. Et donc en fait, nous, on doit apporter le meilleur parcours utilisateur, pouvoir aussi être capable de fournir une finesse dans la réservation, d'en présenter les meilleurs produits qui correspondent à nos clients. Par exemple, le sujet des animaux, pour les Anglais, c'est très important de traverser avec leurs animaux. Donc leur 80% de vos clients sont... Ouais. Voilà, on est une entreprise française, mais peu de Français vont en vacances dans les îles anglaises. Par contre, voilà, 80% de notre public et de nos clients sont soit irlandais, soit anglais, mais principalement. Il y a quelque chose auquel on ne pense pas, vous le dites, vous l'avez déjà dit. Quand on embarque, c'est un hôtel sur l'eau, c'est des services, c'est des restaurants, c'est des événements, c'est un spa, c'est je ne sais quoi. Un bateau, ce n'est pas juste, un ferry, c'est pas juste un bateau. C'est en fait, on a plein de métiers. On fait un métier. Il y a des navigants, mais il y a aussi des magasins sur l'eau. Il y a des restaurants, donc on a des cuisiniers, on a des serveurs, on a des vendeurs, on a des spas, on a des cinémas. Il y a des événements sur un bateau. Donc c'est plein de métiers qui se déplacent, en plus qui changent de pays, donc potentiellement qui peuvent changer de loi, changer de devise pendant qu'ils sont sur l'eau. Et donc on a tous ces métiers à gérer, avec un seul client qui est le même, et qui veut, lui, un parcours simplifié, unique et transparent. Donc comme le fait, on imagine, comme le fait la SNCF, comme le fait une compagnie aérienne, l'objectif c'est de proposer d'autres choses, quoi. Avant, d'autres choses après. Alors, on a toujours vendu autre chose avec des vacances, mais c'est d'accélérer là-dessus et de proposer en fait ce qu'attend vraiment le client. Je peux prendre un exemple, mais si quelqu'un habite à 6 heures de route du port et que son bateau part tôt le matin, il va peut-être chercher une nuit, pas de l'autre côté de la Manche, mais dans son propre pays. Donc c'est lui dire, repérer parce qu'il va avoir besoin de cette nuit d'hôtel, par exemple, pour lui vendre, pour lui proposer à la vente. Et avoir une fluidité dans la démarche. On parlait avec Emmanuel de l'incubation de start-up, mais en tout cas de sortir du territoire, du périmètre initial pour découvrir et avoir de nouveaux leviers de business. Donc vous,
en ce moment, vous êtes dans cet état d'esprit d'oser sortir de votre périmètre initial pour imaginer d'autres leviers de business, d'autres lignes de chiffre d'affaires? Oui, sur tous les sujets qu'on peut avoir, on va essayer d'aller chercher de la valeur pour nos clients ou pour nos salariés aussi, pour leur apporter de la fluidité, pour leur apporter une qualité dans leur travail qui va aussi se ressentir sur la qualité du parcours des clients. Quand on veut s'ouvrir à d'autres activités, à d'autres leviers, on ne va pas parler tech, mais quand même on évoque un sujet, ça veut dire que le système d'information qui est en place, lui aussi, doit pouvoir s'ouvrir. Ouais. On parle d'interopérabilité, on parle d'API, en tout cas, vous devez pouvoir vous ouvrir à d'autres données tierces pour alimenter vos systèmes. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est facile pour vous, ou est-ce que, comme certaines grandes boîtes, vous êtes devant une petite dette technologique que vous devez gommer? Alors on est devant une dette technologique qui peut être assez importante. Comme je le disais, Brittany Ferries avait une culture du développement interne qui pouvait correspondre à une certaine époque. Et maintenant, avec ce besoin d'ouverture, eh ben, effectivement, on doit accélérer cette transformation pour pouvoir et fournir nos données à des partenaires et utiliser de plus en plus des données venant d'extérieur. Vous allez chercher dans de l'open data, dans des données open data ouvertes? Alors, pour l'instant, pas forcément, parce qu'en fait, on a peu, pour l'instant, dans ce qu'on cherche, de données qui sont disponibles en open data, mais on pourrait, sur des choses très particulières, mais on est plus allé s'interconnecter avec des fournisseurs qui fournissent eux-mêmes des API pour proposer des produits packagés qui sont en fait nos produits agrégés avec d'autres produits. Et est-ce qu'on, dans un enjeu e-commerce comme vous, on fait une traversée avec Brittany Ferries, votre objectif, c'est aussi de créer de la récurrence ou de la fidélisation client, redonner envie d'eux? Alors oui, c'est redonner envie d'utiliser Brittany Ferries, plus consommer aussi à bord, mieux vendre en comprenant ce que veulent aussi les clients. En plus, quand nos clients, c'est des familles. Donc en fait, on peut avoir des profils totalement différents. Chez un client, on peut avoir les parents ou les grands-parents, les enfants. Et donc en fait, sur un bateau, on ne leur fournit pas forcément la même chose et la même expérience. Et puis il y a un enjeu aussi plus caché qui est celui non plus du passager, mais de prévoir. Vous avez de la consommation de carburant. Plus les gens réservent en amont, plus vous connaissez le tonnage, plus vous pouvez maîtriser. Alors oui, ça c'est plus la spécialité des marins, mais effectivement, en fait, mieux on peut prédire le poids de ce qui va être embarqué sur le bateau, mieux on va pouvoir calibrer le carburant qui va être mis dans le bateau. Et il y a aussi une consommation de carburant pendant l'embarquement, parce que les moteurs tournent. Donc plus l'embarquement se fait rapidement, moins on va consommer de carburant. Donc en fait, il y a des fois des enjeux qui sont du parcours client, parce que si on fait moins attendre un client, il est plus satisfait, mais en plus ça va aussi avoir des impacts économiques, notamment en termes de carburant. Et puis là on le sait, alors vous avez, et dans les enjeux, juste pour terminer un peu de brosser ou de cartographier, vous avez des enjeux d'onboarding. Le Brexit change la donne, les charges, les lourdeurs administratives d'embarquement changent la donne. Donc vous, votre enjeu, ça va être de quoi? De limiter ça, de limiter au moins le ressenti? Voilà, en fait, autant sur nos parties passagers que fret, l'embarquement, c'est un point bloquant pour les passagers, parce que ça met du temps, et du temps, c'est de la non-satisfaction pour le client, et en plus, on a régulièrement soit des sujets sécuritaires, contrôle aux douanes, soit des sujets sanitaires en ce moment, passe sanitaire, et pour la partie fret, des contrôles douaniers, des formalités beaucoup plus lourdes. Donc, nous, en fait, une partie de notre travail dans le digital, c'est de gommer ce que les lois et les règles nous imposent et qui nous rajoutent du temps. Donc en fait, on essaye de gommer, de diminuer au maximum. Et effectivement, si on prend le Brexit, pour les transporteurs, c'est en termes, ils doivent tout déclarer à l'avance et en fait, ils peuvent se faire refuser. Un bateau arrive de l'autre côté, il se fait refuser par la douane. Donc on a ces problèmes-là et en fait, on doit gommer tout et faciliter tous ces parcours clients pour faciliter. Y compris avec des nouveaux outils, des nouvelles technos qui facilitent. On n'est plus sur une borne d'embarquement dans un hall.
d'aéroport. C'est une donne différente pour vous, donc ça veut dire aussi des technos différentes. Voilà, c'est-à-dire que nous, on a des problématiques de, on ne maîtrise pas forcément le port, c'est-à-dire qu'il y a des infrastructures portuaires, donc on ne peut pas dire, tiens, je vais équiper d'un portique avec mes technologies un port, et en plus, la différence par rapport à un aéroport, c'est que nos clients, ils viennent souvent en voiture ou en camion. Donc déjà, si on doit faire descendre les gens de leur véhicule, les contrôler un par un, et les faire retourner dans leur voiture, on perd du temps. Donc les technologies qui peuvent exister dans les aéroports ne peuvent pas être forcément prises telles quelles et portées dans un port. D'accord, donc dernière question, et après c'est Jean-Loup qui va prendre la parole. Donc votre actualité de 2021 ou peut-être 2022, c'est de sortir vraiment cette nouvelle offre ou de muscler votre offre de location de vacances, en concurrence avec des acteurs, les mastodontes qui existent sur le marché. En fait, on ne se considère pas en concurrence, on est vraiment spécialiste d'une partie de l'arc atlantique. Et donc en fait, on veut mettre en avant cette spécialisation pour effectivement mettre plus en avant cette offre et la fournir de plus en plus à nos clients. Merci. Jean-Loup. Alors beaucoup de choses dans ce témoignage. D'abord, ce que j'ai noté, c'est que la marque doit apporter le meilleur, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire en termes de parcours, en termes de service. Dans un univers où on est multidiffusé, où l'offre elle est un peu partout, la marque doit être la meilleure partout. On a ça dans l'hôtellerie, en fait, c'est assez parallèle. Deuxième chose, l'interopérabilité ou l'ultra-communication des systèmes, ça devient vraiment un avantage concurrentiel. Je l'écris, ça c'est le bonheur est dans l'API. Les API, ça crée un avantage concurrentiel pour s'installer quelque part et être incontournable. Qu'est-ce que j'ai aussi noté ? La Digital Factory, c'est pas la DSI en fait. La Digital Factory, s'inspire du parcours client, des usages, de la création de valeur, enlever des contraintes, c'est donc créer de la valeur. C'est ça en fait qui se cache derrière. C'est pas une affaire d'informaticien, c'est loin de là quoi. Donc voilà ce que j'ai retenu. Et puis aussi l'effet bénéfique de la Digital Factory pour lutter contre les effets silos qu'on trouve un peu partout dans les entreprises, à la DSI, mais ailleurs, en fait, entre le marketing, les RH, etc. Ok, une super initiative en tout cas. Les enjeux de cyberattaque évoqués par Emmanuel tout à l'heure, pour vous, Amiel, c'est aussi quelque chose de fort chez vous ? Ouais, c'est majeur parce Quand vous entendez le témoignage d'Emmanuel ? Ouais. Parce qu'on a des enjeux, comme toute entreprise, sur nos systèmes d'information. Et en plus, on est un secteur assez sensible parce qu'on a des bateaux en mer avec des passagers. Et donc voilà, je prends souvent l'image de quel pirate qui ferait réussir à faire tourner un bateau dans l'eau au milieu de la Manche. Enfin, voilà, c'est vraiment des risques très graves qui peuvent être engendrés. Il y a un dernier sujet qu'on n'a pas évoqué, qui est celui de l'organisation des ressources humaines quand on est dans la transformation digitale ou l'accélération digitale d'une entreprise comme la vôtre et qu'on a des personnels. C'est comme, encore une fois, comme une compagnie aérienne, du personnel à bord, du personnel en l'air, du personnel en mer. Comment on fluidifie un peu cette formation des différentes parties prenantes ? Là, en fait, on a. Il y a des gens qui se croisent jamais chez vous, tout simplement. Oui. Des métiers qui ne se croisent jamais. Déjà, c'est vrai que tous les navigants sont plutôt ou en mer, soit en repos chez eux. Et c'est un vrai défi, en fait, de garder le lien, de les former et de les accompagner et de comprendre leur métier pour les accompagner au mieux dans ce qui les gêne vraiment dans leur métier, pour leur apporter de la valeur aussi. D'accord. Donc ça, c'est un autre défi. Merci Amiel. Et puis, on passe la parole à Caroline. Caroline Guivarch, vous travaillez pour le groupe ENAF. Alors c'est comme pour la Brittany Ferries, on ne présente pas le groupe ENAF, sinon c'est faire offense. Et vous êtes la directrice recherche, marketing, développement, innovation. Amiel disait qu'il occupait son poste depuis 1 an. Vous, depuis 5 ans, vous occupez cette fonction. Donc pourquoi le groupe a créé ce pôle ? Il y a 5 ans déjà. Donc mon arrivée s'est faite dans le cadre d'un plan de transformation de l'entreprise.
puisqu'en fait, l'équipe de direction avait fait une analyse stratégique dont les conclusions étaient de dire qu'on était trop dépendant d'un client, la grande distribution, d'une matière première, le cochon, et d'un produit, le pâté ENAF. Donc on était assis sur un business model qui était quand même assez fragile, et donc il était urgent de se transformer de façon à passer le cap des années futures et continuer à assurer la pérennité de notre groupe centenaire. Je ne dirais que ça sur le groupe. Donc c'est vraiment ce sont les sponsors de l'entreprise qui ont dessiné cette feuille de route, et ensuite vous avez été recruté, embarqué. Tout à fait. Donc, moi, mon rôle est d'accompagner cette transformation de l'entreprise. Alors, je n'agis pas sur l'ensemble du périmètre, hein, bien évidemment, mais par rapport aux besoins de diversification circuit client, diversification produit. Je travaille beaucoup sur ces aspects-là, avec tout un ensemble de programmes d'innovation qui a été mis en place. On a aussi fait l'acquisition de nouvelles filiales pour se diversifier dans les algues, dans la charcuterie bio, etc. On a aussi voulu lancer notre propre circuit de distribution, qu'on appelait à l'époque vente directe, sans trop savoir ce qu'il allait y avoir derrière. C'est un pôle, le pôle que vous pilotez, doté de moyens spécifiques. C'est une business unit à part entière? Comment ça fonctionne? Alors, en fait, moi, dans le pôle dont je suis en charge, il est organisé en plusieurs équipes, on va dire. Mais sur la partie, effectivement, vente directe, c'est devenu aujourd'hui, nous, ce qu'on appelle un pôle commercial. C'est l'équivalent d'une business unit. Et dans ce pôle, en fait, on a créé 3 boutiques sous l'enseigne ENAF & Co, ainsi qu'un site e-commerce, ENAF & Co également. Et chaque boutique et le site e-commerce est une filiale à part entière. Donc, c'est-à-dire que chacune est un compte à son compte d'exploitation, et donc est censé assurer de la rentabilité. Donc bien sûr, on a mis des moyens, effectivement, parce que tout ça se fait pas sans moyens, des moyens humains, des moyens techniques, des moyens financiers, pour pouvoir accompagner cette mise en place, le déploiement de ce nouveau circuit de commercialisation. Et à noter, alors, une chose que l'on peut soulever, c'est que vous faites partie, qui est importante, vous faites partie du COMEX. Ça veut dire que ces enjeux de transformation, pour trouver de nouveaux leviers, pour sortir d'un réseau de distribution unique, pour sortir d'un produit unique, et le e-commerce, on va y venir, c'est une question, enfin vous êtes au COMEX, donc une question stratégique. Oui, tout à fait. Ça s'inscrit au cœur de la stratégie de l'entreprise. Alors, dans notre plan stratégique, on a bien sûr plusieurs volets. Mais effectivement, le déploiement de ce nouveau circuit de distribution est clairement un enjeu stratégique pour l'entreprise, puisqu'il s'agit de créer un nouveau canal qui, à terme, doit représenter une part importante, une part significative de notre business. On peut le présenter, donc ENAF & Co. C'est opérationnel depuis combien de temps? Alors, ENAF & Co existe depuis 3 ans. Donc, c'est une épicerie fine bretonne. Quand on dit épicerie fine, on dit produits qui ne sont pas présents en grande distribution. Donc, ce sont des gammes sélectives, des produits plutôt premium. Et bretonne parce qu'en fait, on sélectionne que des produits fabriqués en Bretagne par des artisans, des producteurs. Et donc, notre travail, c'est de sélectionner ces producteurs avec lesquels on veut travailler, qu'on a choisi par rapport bien sûr à la qualité de leurs produits, mais aussi à leur ancrage local, à leurs engagements, à leur passion du métier, à leur savoir-faire. Et donc sur cette base-là, en fait, on sélectionne un certain nombre de producteurs et de produits, ce qui veut dire que c'est un concept en fait multimarque, mais dans lequel on trouve bien sûr aussi nos produits, les produits vendus à marque ENAF et notamment ENAF Sélection. Quand on est une marque comme ENAF, il y a beaucoup d'entreprises rêveraient d'avoir une marque connue et reconnue comme celle-ci. Est-ce que du coup, quand on ouvre un nouveau canal e-commerce, est-ce que c'est plus facile? Parce que vous avez une communauté qui est énorme, vous avez une image de marque. Donc est-ce que tout de suite, ça attire le business vers ce canal-là? Ou est-ce qu'il faut réinventer? Je dirais que c'est à la fois un avantage, bien sûr, de s'appuyer sur cette notoriété de marque, et en même temps un inconvénient, parce que ENAF & Co, ça n'est pas ENAF, ce ne sont pas que des boutiques ENAF, et le & Co est important. On est encore dans cette phase où il faut qu'on fasse comprendre en fait ce concept, qu'on l'installe et qu'on fasse comprendre que c'est un concept multimarque et que ce ne sont pas que des boutiques ENAF,
pour nous, il était important en fait de s'ouvrir à autre chose que nos marques, puisque en tant que marque emblématique dans l'agroalimentaire breton, on est légitime pour pouvoir justement sélectionner d'autres bons producteurs locaux et de façon à pouvoir offrir aussi à nos clients toute une palette de produits et pas leur offrir qu'une certaine typologie de produits. Donc ça leur permet de se faire plaisir avec un certain nombre de produits d'épicerie fine, que ce soit du sucré, du salé, des produits carnés, des produits végétaux, des produits à base de poissons, des boissons, etc. Quels sont vos principaux leviers d'acquisition rapide pour faire monter le chiffre d'affaires de NAF & Alors Co? en fait, nous aujourd'hui, donc on a 3 boutiques et une boutique en ligne, donc on s'appuie pas forcément sur les mêmes leviers, même si c'est un ensemble bien sûr omnicanal. Mais sur la partie, je pense, digitale qui nous intéresse plus aujourd'hui, en fait, ça fait 1 an que notre boutique a été lancée, même pas 1 an, donc on est encore dans cette phase où il faut qu'on se fasse connaître. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je fais le parallèle entre l'ouverture d'une boutique et l'ouverture d'une boutique en ligne. Et voilà, ça ne s'appuie pas du tout sur les mêmes leviers. C'est vrai qu'une boutique physique, lorsqu'on l'ouvre, si on a la chance d'être placé dans la bonne rue, le jour où on ouvre nos portes, ça y est, les premiers clients qui passent devant chez nous, ils rentrent naturellement. À condition d'être bien placé quand même dans la bonne rue bien et évidemment, avec la tout bonne à fait. vitrine. Oui, bien sûr, ça c'est les bases du commerce, effectivement. Ouais. Et alors qu'une boutique en ligne, c'est une mécanique complètement différente. On peut avoir la plus belle boutique du monde avec le meilleur service client, sauf que quand on l'ouvre, personne ne sait qu'on existe, personne ne nous attend. Il y a déjà plein de petits copains qui sont présents et qui, eux, sont connus. Et donc, il faut réussir à se frayer une place et à se faire connaître. Et ça, c'est un véritable enjeu. Et on est encore, nous, dans cette phase où on doit se faire connaître, puisque finalement, 1 an d'existence, ça reste encore très peu. Donc, est-ce que le groupe accepte d'investir avant de voir le retour sur investissement? Est-ce que le groupe est dans cette culture-là? Je dirais que de toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut que ça marche, il faut effectivement qu'on investisse, puisque c'est un business model qu'on a imaginé sur le long terme. Et donc, effectivement, on a investi beaucoup en référencement naturel, en référencement payant, bien évidemment. On a aussi une base de clients fidèles que l'on capte essentiellement via les boutiques. Donc, on active aussi cette base client. Mais aujourd'hui, notre enjeu, c'est surtout le recrutement plus que la fidélité, puisque notre base client, aujourd'hui, n'est pas suffisamment importante pour qu'elle puisse alimenter notre business au quotidien. Donc, on est vraiment dans cette phase d'acquisition de clients. Sachant que, et c'est là que c'est intéressant l'organisation omnicanal, c'est que dans les boutiques, on capte des clients et des touristes, notamment pendant la saison, puisqu'on a une boutique à Pont-Aven, la Trinité et à Pouldreuzic, donc ce sont des boutiques côtières qui bénéficient du flux touristique pendant la saison. Et donc on se fait connaître de touristes qui viennent d'autres régions pendant la saison, et puis ensuite l'enjeu c'est de les fidéliser et de les inciter à nous retrouver le reste de l'année via notre boutique en ligne. D'accord, donc dans les boutiques physiques, vous avez un enjeu de capter des contacts du mail pour ensuite entretenir la relation et générer du trafic vers votre site. On a un programme de fidélité et une base de données qui est commune à l'ensemble du réseau NAF & Co. Ah, vous avez une base de données unique. Tout à fait. On est omnicanal, donc ça a été un point de départ de se dire qu'effectivement, il fallait partager toutes ces données pour créer un effet de synergie et que chaque boutique puisse bénéficier finalement des clients captés, des données captées dans les autres boutiques et que la boutique en ligne en profite aussi et vice-versa. Finalement, c'est l'ensemble du système, c'est un écosystème et chaque entité doit nourrir l'autre de façon à ce que ça soit vertueux. Il y a aussi un enjeu logistique totalement différent. C'est-à-dire vous avez des commandes, mais il faut préparer les commandes, il faut acheminer, livrer les commandes. Tout à fait. Comment vous vous êtes organisé pour ça? Est-ce que vous avez externalisé cette partie-là ou est-ce que vous l'avez internalisée? Donc c'est effectivement un enjeu important parce qu'en e-commerce, quand on est sur du produit du moins, parce qu'en service on n'a pas ces problèmes-là, mais la logistique ça fait partie, c'est le nerf de la guerre. Donc nous chez NAF on maîtrise la logistique, mais de la logistique finalement B2B, on est très fort pour livrer dans la journée un client qui est à l'autre bout de la France, ça y a pas de souci. Vous livrez en palette, des palettes, voilà, ça on est très fort. En revanche, lorsqu'il faut livrer de l'épicerie, un colis avec une bouteille, une petite verrine et un paquet de biscuits à un client, là c'est beaucoup plus compliqué. Donc dès le début on a considéré que c'était pas notre métier, que l'enjeu de se lancer, de créer cette activité e-commerce était déjà c'était un enjeu qui était déjà suffisamment important, c'était un gros challenge. Donc on s'est dit qu'on allait s'appuyer sur des expertises externes. Donc on a fait le choix effectivement d'externaliser la logistique. Dans un premier temps, du moins. Ensuite, on verra, peut-être qu'on reviendra sur ce principe. Mais disons que ça nous a fait gagner en sérénité, ça nous a permis dès le début de nous concentrer sur d'autres problématiques plus cœur de métier. Parce que le e-commerce était un métier complètement nouveau pour nous, donc il a fallu acquérir cette connaissance. Et c'était déjà un gros défi pour nous. Et pour vous avez
nombre de chantiers à mener dans le cas du pôle que vous dirigez. Pour faire accélérer celui-ci, comment ça se passe? On recrute un responsable de projet, un chef de projet qui doit, lui, faire le lien entre toutes les parties les acteurs que l'on vient de nommer. Tout à fait. Donc, on a dès le début recruté un chef de projet qui avait un profil plutôt technique et également une bonne expertise dans la gestion de projet. On a pris le temps de bien poser le sujet, de bien réfléchir à l'écosystème et notamment l'architecture de flux et SI qu'on voulait mettre en place. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important de effectivement prendre le temps. C'était quoi l'enjeu principal, SI? En fait, on a déjà nos systèmes d'infos, plusieurs, et on voulait absolument connecter notre e-commerce à ces systèmes d'infos de façon à fluidifier, automatiser au maximum les flux, que ce soit les flux de données, les flux physiques, les flux financiers. Et donc ce chef de projet, une fois qu'on avait défini ce que l'on voulait, il a coordonné des expertises internes, parce qu'on a travaillé avec nos équipes SI, avec les équipes finance, voilà, un certain nombre de personnes de l'entreprise, mais il a aussi coordonné des équipes externes, puisque comme on n'avait pas forcément ces compétences chez nous, on s'est aussi appuyé sur des partenaires. Donc ça a été un gros travail de coordination, de pilotage qui a duré 12 mois. Donc on a pris 12 mois vraiment à monter ce projet. Et donc voilà, effectivement, c'était ce chef de projet qui a eu un rôle clé dans la réussite et l'aboutissement du projet. 12 mois de réflexion et d'architecture avant de commencer, avant de mettre en œuvre. C'était même 12 mois de travail et puis quelques mois de réflexion auparavant. Pour terminer, cette transformation digitale, cette accélération digitale, elle est partagée par le COMEX. Et comment elle touche d'autres Est-ce que c'est organisé, structuré pour que ça touche d'autres domaines, d'autres services chez vous, que ça peut être sur la production ou autre? Alors, en fait, on n'a pas chez ENAF un directeur du digital, voilà, ça ne fonctionne pas comme ça, ni un plan digital, on n'a pas forcément écrit la feuille de route. En revanche, on est tous convaincus qu'il faut se digitaliser. Donc, depuis 3 ans, on a inscrit la digitalisation dans nos objectifs généraux d'entreprise. Ça, c'est une volonté vraiment de la direction. Donc, l'ensemble des membres du COMEX portent ça dans leurs équipes. Il y a plutôt une bonne maturité. Enfin, on va dire que cette phase de prise de conscience, elle est déjà bien derrière nous. Et ensuite, chacun dans son périmètre déploie des outils, des nouvelles méthodes, en essayant de se nourrir notamment via l'externe. Nos équipes aussi nous suggèrent des idées. Ça part aussi effectivement des équipes, du terrain. Et de cette façon-là, chaque année, on progresse pas à pas. Plus voilà, en étant à l'écoute des opportunités, en faisant de la veille, sans forcément que les choses effectivement soient écrites des mois et des mois à l'avance. Donc aujourd'hui, c'est pas structuré comme formalisé, non. mais ça reste ouvert à des projets, à des initiatives des collaborateurs. Jean-Loup, je vous laisse rebondir sur les propos de Caroline. Alors, on le sentait en filigrane, mais ça vient d'être dit. En fait, ce qui est important dans le digital, c'est pas les outils, ça, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est les hommes qui le font. Et d'où l'importance de la gouvernance des hommes qui font le digital. Et c'est symptomatique chez ENAF, en fait, d'intégrer cette vision-là dans le COMEX. C'est très différent, en fait, de dire j'ai un pôle digital. Non, c'est je l'intègre au COMEX, et donc les actions du COMEX, après, elles rejaillissent sur l'ensemble des services. Donc la gouvernance. Deuxième sujet, parce que c'est vraiment là votre cœur de métier, c'est des temps de commerce différents entre les boutiques et le site en ligne. C'est du temps long, on n'est pas connu de la même manière, on n'est pas vu de la même manière. Et moi, j'ai visité la boutique de Pouldreuzic il y a 15 jours. Je suis de Nantes et je viens rarement, mais à part pour aller voir Emmanuel. Mais, j'ai vu des gens qui se prenaient en selfie comme ça devant le château d'eau de Pouldreuzic, quoi. Donc je ne sais pas si c'est toujours comme ça. Mais le poids de la marque, l'impact de la marque sur le visitorat. Et j'ai effectivement constaté que les emails étaient pris à la caisse, ce qui est symptomatique en fait. Ça, c'est relier les mondes, quoi. Alors, c'est fondamental parce qu'on est client là. Donc ça, je trouve ça. Et dans l'agroalimentaire, c'est très difficile d'avoir une dynamique digitale parce que le consommateur final, on ne le connaît pas. La grande distribution, elle fait souvent écran. Et donc, c'est difficile de créer du sens dans tout ça. On les connaît un peu mieux grâce aux réseaux sociaux depuis quelques années. Voilà. Mais justement, le sésame, c'est effectivement le lead encore ou l'email qui va avec, quoi. Et bravo de le faire. Voilà ce que ça m'inspire. Je voulais juste dire un tout petit mot sur Datamaniac quand même.
Vous pouvez, sur Datamaniac, Samuel l'a dit, un collectif qu'on a créé il y a 4 ans avec plus de 300 entreprises qui sont dans ce collectif. Vous pouvez devenir Datamaniac vous-même. Il suffit juste d'aller sur le site datamaniac.com. Il y a un tas de témoignages des entreprises, des vidéos rigolotes. Voilà, puis vous serez les bienvenus. Merci à vous. Merci à vous trois. Merci.